Un grand merci à tous et merci, chère Elisabeth, de ce discours d'ouverture. Heureux d'être avec vous pour animer cette première session. J'en ai même deux à animer. C'est l'occasion pour moi de réexprimer devant toutes les équipes ici rassemblées, Elisabeth, mon admiration pour ton parcours et ton engagement. Merci d'avoir ouvert des voies et notamment pour ce que l'on fait par ailleurs ensemble avec la Poste Santé Autonomie. Mais là, c'est plutôt la focale IA qui va retenir notre attention. Donc, je vais appeler Jean Lessy, qui est directeur général de la Haute Autorité de Santé, Stéphanie Kervestin de l'ARIS, Thomas Godard et Jean-Baptiste Pernet. Et vous pouvez les applaudir. Oui, merci. Alors, Mathurin Laurin et Vanessa Kaplan-Chenel et toute l'équipe de la FNEAD que je remercie nous ont demandé d'ouvrir cette table ronde et d'ouvrir la session sur la question des usages de l'IA. Donc ouvrir une table ronde sur la question des usages appliqués de l'IA avec le régulateur suprême qui est la Haute Autorité de Santé, cher Jean, ça peut paraître paradoxal. Mais je le dis puisque là, vous avez consacré une large partie de l'après-midi au sujet de l'intelligence artificielle. C'est une intuition de plusieurs années de la FNEAD. Moi, j'avais déjà eu l'occasion de venir sur ce sujet dans des sessions les années précédentes. Et je dois dire que dans ce mouvement de diffusion de l'IA en santé, la Haute Autorité de Santé a joué un rôle de facilitateur d'usage, de constructeur de doctrine, avec des initiatives fortes qui ont été prises depuis quelques années, encore plus sous l'impulsion de Lionel Collet, sous ton impulsion. Donc je pense que c'est important de poser le cadre et que tu puisses nous dire, il y a eu, ne serait-ce que sur les quelques semaines écoulées, la version 6 de la certification HAS, le guide de méthodologique sur l'IA générative. Donc quel est le rôle que peut jouer la Haute Autorité sur ces sujets et comment trouver le bon équilibre finalement entre régulation et soutien à l'innovation? Merci beaucoup, cher David. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi pour tout à Elisabeth Hubert. Bon, je ne sais pas si on est le régulateur suprême, parce que contrairement à d'autres sommets, les sommets de la régulation m'ont l'air un peu encombrés. L'objet IA est un objet que saisissent évidemment beaucoup d'autres autorités, mais merci en tout cas pour tes mots, cher David, sur la place et la dynamique que la HS peut lancer dans ce domaine-là. Alors peut-être avant d'en venir aux productions récentes un petit peu, bon, je ne vais pas insister sur les opportunités, l'intérêt que peut avoir l'IA dans les organisations, dans les pratiques, et notamment dans le contexte de la HAD. On peut en imaginer, on peut surtout en voir déjà beaucoup, en termes de suivi à distance de certaines constantes, en termes de suivi également d'autopilotage de certaines choses par le patient lui-même, de gestion de planning, de planification, etc. Donc, les usages, ils sont très nombreux. On en reparlera. On aura des cas d'usage, je pense, qui seront expliqués. Peut-être en introduction, juste deux petits messages. D'abord, la boussole de l'HS, c'est la qualité. Donc, l'IA, ce que nous souhaitons, ce que nous développons, ce que nous promouvons, c'est évidemment une intégration réussie pour qu'on ait les bénéfices, évidemment, en maîtrisant les éventuels risques et en accompagnant l'appropriation par les personnes. Et les personnes, c'est les professionnels, c'est aussi évidemment les patients, les entourages, on y reviendra. Mais j'avais peut-être deux petits constats aussi, y compris avec une de mes anciennes casquettes de régulation du numérique à la CNIL. Dans ce domaine-là, il y a toujours un risque de course de la régulation derrière les usages. C'est propre à beaucoup de régulations, dans le numérique en particulier, et sur l'IA également. Je pense aux propos d'un directeur général de CHU il y a quelques jours qui disait à quel point les gouvernances étaient parfois dépassées, les collectifs étaient dépassés par les usages effervescents, nombreux de l'IA par les soignants ou par les personnels de l'établissement. Si tu permets de t'interrompre, je donne le chiffre, parce que ce à quoi tu fais référence, c'est une prise de parole d'Arnaud Van Est, le DG du CHU de Nancy, qui en fait a demandé, accrochez-vous, à sa direction informatique sur un mois au mois d'août, de compter le nombre de recours à des systèmes d'IA générative non régulés par la direction informatique du CHU, par les professionnels et les patients. Et sur un mois d'août, ils sont arrivés à 440 000. Ce qui montre que, effectivement, le système se diffuse et peut-être aussi parfois par la fenêtre, ce qu'on appelle un peu vite shadow IA ou usage non régulé. Mais voilà. Donc ça, c'est propre
c'est pas propre à l'IA en contexte de soins, c'est propre à toutes les technologies numériques depuis un certain nombre d'années. Et donc, il faut avoir conscience de ça pour reprendre la main, évidemment, sur le sujet. Deuxième élément, ce n'est pas le sujet du jour, mais l'IA est évidemment un changement majeur. Certains auteurs parlent d'événements anthropologiques. Voilà. Et dans un contexte tel que le système de santé, qui est un contexte où la matière humaine est la matière première, évidemment, et essentielle, il y aura un besoin de penser, d'agir, mais aussi d'essayer toujours parallèlement à l'action de penser ce que nous faisons, ce que nous voyons, ce qui se passe pour l'avenir. Petite remarque, voilà, à part avant de venir à ton invitation sur ce que la HS fait et souhaite faire davantage pour aider tous les acteurs du système de santé. D'abord, je vais prendre nos 3 métiers dans l'ordre, évaluer. La HS évalue les médicaments, les dispositifs médicaux en vue de leur remboursement. Bon. En matière d'IA, on n'évalue presque rien, parce que sauf quand l'IA est embarquée dans un dispositif médical à usage individuel qui va être pris en charge, on ne le voit pas passer. Or, il y a un besoin d'évaluation, on a un angle mort. On a un angle mort. Évidemment, on a les solutions d'IA, on va dire, généralistes. Quand un agent conversationnel est utilisé d'IA générative, comme tu le dis, on est sur des solutions qui ne sont pas développées avec une finalité médicale, mais qui sont utilisées en contexte de soins. Ça, évidemment, ce n'est pas évalué. Et même les dispositifs médicaux numériques à usage professionnel, la plupart, certes, ils sont marqués CE, mais ils sont évalués par personne, en termes d'intérêt, de pertinence clinique et organisationnelle. On a un angle mort, et nous, on a lancé à la demande et en lien avec le ministère, avec la DNS, un chantier pour réfléchir à des voies d'évaluation, à structurer de nouvelles voies d'évaluation, parce que là où l'intégration est réussie, c'est lorsque l'outil répond aux besoins, quand il est pertinent. Et il faut aider, il faut aiguiller pour choisir les outils les plus pertinents. Et donc nous, là, on a lancé nos travaux qui devraient aboutir en premier semestre de l'année prochaine, en tout cas premier aboutissement, pour essayer de dessiner à quoi pourraient ressembler des évaluations. On ne peut pas évaluer un par un, évidemment, chaque dispositif médical à usage professionnel. Donc il va falloir décentraliser, recourir peut-être à des tiers de confiance. Il faut imaginer quelque chose de différent, mais qu'à la fin, quelqu'un puisse donner des indications sur la pertinence et l'intérêt clinique organisationnel. Donc évaluer. Deuxième de nos métiers, et là, très important, parce que tu parlais d'accompagnement aussi à l'intégration de l'IA, c'est recommander les bonnes pratiques. On a un travail publié récemment et un autre qui va venir qui, je pense, peuvent vous intéresser. D'abord, on a publié en effet fin octobre des premières clés d'usage de l'IA générative en santé. Alors, je pourrais peut-être revenir sur certains des conseils qui sont donnés. L'idée vraiment, là, c'est d'aider les professionnels, les patients aussi, on va sortir le document patient bientôt, sur les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques à éviter au niveau individuel, mais aussi collectif. Et j'espère pouvoir y revenir sur la dimension collective pour réussir l'intégration. Tout seul, bien sûr, on peut apprendre à prompter, on peut choisir plus ou moins bien l'outil pertinent, partager, trouver des communautés d'échange, d'évaluation des outils et des pratiques, c'est indispensable en réalité si on veut réussir. Deuxième travail qui va arriver et qui va vous intéresser très directement. Ce guide méthodologique, il est accessible en ligne depuis fin octobre. Sur le site de l'AHS, le guide de bonnes pratiques de l'IA générative en santé. Tout à fait, merci. Deuxième travail qui arrive, c'est un travail conjoint avec la CNIL, un des autres régulateurs suprêmes du sujet, qu'on va mettre en consultation publique très bientôt. Et donc là, mon message, c'est participer à la consultation publique. Ce sont des recommandations pour l'intégration de l'IA, de manière générale, dans les pratiques et les organisations. Quel est le point de départ de ce travail? Le règlement IA va arriver. Il est déjà là. Il va rentrer en vigueur. Les établissements, ils vont avoir, en tant que déployeurs de ces systèmes, un certain nombre d'obligations. D'où l'idée que la CNIL nous éclaire sur ces obligations. Et que nous, en complément de l'obligation, on vienne éclairer sur les bonnes pratiques. Pour que la mise en œuvre de ces obligations soit l'occasion de se poser les bonnes questions et de ne pas juste cocher la case, mais finalement en tirer le plus grand profit pour bien faire et peut-être encore mieux faire. Sur la gouvernance, sur l'information des personnes, sur le contrôle humain, etc. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir la couche obligation et surtout la couche bonne pratique qui permet, après, sur le terrain, de réussir cette intégration.
Donc là, prochain rendez-vous, consultation publique sur ce guide. Et puis, troisième métier de la HAS, et tu l'as dit également, mesurer. Mesurer la qualité dans les pratiques et dans les organisations. Et là, c'est en effet la 6e version du référentiel que vous connaissez toutes et tous, qu'on a lancé au mois de septembre dernier et qui intègre plusieurs critères. Et qui s'applique aux établissements d'hospitalisation à domicile. À tous les établissements de santé, bien entendu, avec un questionnement évaluatif des experts visiteurs à adapter, bien entendu, à chaque contexte, mais avec 3 critères qui doivent servir de levier précisément pour réussir cette intégration. On a tenu, sur certains de ces critères, à être dans la progressivité. Je prends un exemple. Un des critères conduit à faire une cartographie de tous les DM numériques, et notamment ceux embarquant de l'IA. Tout le monde n'a pas, au 1er septembre 2025, une cartographie complète. Nous, ce qu'on attend au démarrage, c'est que l'exercice soit engagé, et on l'a précisé, je le redis. C'est-à-dire recenser pour chaque établissement d'hospitalisation à domicile les systèmes d'IA qu'il utilise pour les présenter et en présenter la liste lors de la visite HAS. C'est ça que ça veut dire. Alors, sous l'angle, le critère là des DM qui peuvent embarquer de l'IA, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, des usages en partie, alors, shadow, dans l'ombre, disons dans l'ombre objectivement. Si on ne commence pas par savoir ce qui se pratique, où c'est localisé, bon, on a du mal à définir ensuite une analyse de risque, une gouvernance et un pilotage qui embarque tout le monde. Donc, commencer par la cartographie, on est dans une logique de progressivité. Il faut s'y mettre, mais en revanche, on sait qu'il faut donner un peu de temps au temps sur certains sujets, mais en revanche, s'y mettre. Donc voilà peut-être très schématiquement les principaux travaux, chantiers en cours pour aider à faire en sorte que ça marche sur le terrain. Alors, peut-être si le temps nous est permis après d'avoir des questions de rebond ou des questions avec la salle, on y reviendra, mais je voulais avoir peut-être ton sentiment, Jean, parce que là, on voit que c'est un sujet global. Tu parlais de démarche ou de transformation ou de révolution anthropologique. Il y a des initiatives qui sont prises aussi au plan européen, l'espace européen des données de santé. Est-ce qu'il y a des lieux d'échange dans lesquels les régulateurs peuvent s'exprimer entre eux sur la manière dont ce paysage est vu ou suivi dans les différents pays de l'Union européenne ? Alors, c'est un sujet sur lequel... Alors, autant les régulateurs du numérique suprêmes comme la CNIL, eux, sont en réseau, vraiment. Sur nos métiers à nous, c'est vrai qu'on n'a pas de réseau aujourd'hui complètement structuré. Paradoxalement, il l'est plus dans les métiers de la HS sur le sanitaire, sur le social et médico-social, pardon, où on a des réseaux d'autorités européennes qui émettent des recommandations de bonnes pratiques, et on commence à venir sur les sujets numériques et IA. On avait un voyage d'études en Écosse récemment qui a des pratiques assez innovantes et intéressantes. Voilà. Non, on a un horizon européen de toute façon qui est évident. C'est une réalité, vous le savez, sur le médicament. Sur le médicament, les évaluations, du moins une partie des évaluations, commencent à être prises en charge, mutualisées au niveau européen. Et on va venir, à partir de 2026, progressivement, sur le dispositif médical. Et donc, cette question qui, pour l'instant, ne s'est jamais vraiment posée au niveau européen, va venir, à partir de 2026, pour tous les DM embarquant de l'IA qui seront évalués au niveau européen. Et on a un deuxième travail, alors non pas au niveau européen, mais en bilatéral avec l'Allemagne, sur tout ce qui est évaluation des DM numériques et notamment des thérapies digitales, où on est dans une logique d'échange de pratiques. Très bien, merci Jean. Donc vous voyez, la HS est vraiment à l'offensive pour construire des outils qui permettent de diffuser des usages avec 2 notions. Alors évidemment, on parlait tu évoquais la notion de contrôle humain, de garantie humaine, on y reviendra tout à l'heure, notamment avec Jean-Baptiste sur les process de labellisation en cours. Et une autre notion fondamentale que tu évoquais, qui est la notion de tiers de confiance. Et c'est ce qu'on travaille côté Etikia avec un certain nombre d'acteurs représentatifs de 2 secteurs, comme par exemple Unicancer, dont je suis des centres de lutte contre le cancer, et Elisabeth Hubert ou Christine sur le champ d'hospitalisation privée avec la FHP. Elisabeth a suivi mon regard dans les travaux qui peuvent être menés. Il y a tout un intérêt à ce que l'HAD s'organise, peut-être sous l'égide de la FNEAD, en écosystème de partage d'informations pour aider vos adhérents à recenser les cas et à mettre en place des process de supervision humaine effective de ces outils. Mais évidemment, pour aller vers là, il faut d'abord produire de l'innovation. Et donc, je me tourne vers Stéphanie Kervestin,
qui représente l'Alliance pour la recherche et l'innovation des industries de santé, qui est évidemment un lieu et une alliance tout à fait privilégiée pour voir l'innovation telle qu'elle se structure au niveau macro. On viendra après avec Thomas et Jean-Baptiste sur des illustrations de cas d'usage très concrets. Mais est-ce que tu peux nous donner ton sentiment de l'IA telle qu'elle se fabrique et de la position relative de la France dans ce qui ressemble de plus en plus à une compétition mondiale en accélération constante? Merci beaucoup. Peut-être nous rappeler ce que c'est l'ARIS d'abord. Donc c'est une association qui regroupe des industriels de santé, des syndicats et l'INSERM. Donc une association qui est aussi bien publique que privée, dont l'objectif est de travailler ensemble, de créer les conditions du dialogue entre les acteurs de la recherche publique et privée pour que la recherche publique alimente les innovations des industriels. Donc pour créer un continuum. Et ce que nous faisons au quotidien, c'est d'adresser les questions, les défis que rencontrent actuellement les industriels de santé, des grands groupes, mais aussi des groupes plus petits, pour ensuite trouver des réponses, tout ce qui est produit en recherche académique puisse y répondre, et le tout en fait pour au final travailler à l'attractivité de la France. Le final de l'ARIS, c'est vraiment que la France soit attractive pour la santé en général et pour les investissements des capitaux étrangers et des grands groupes. Et donc pour ça, pour promouvoir une recherche clinique performante en France, pour pouvoir mettre en avant et développer l'innovation. Et donc comme on s'adresse principalement à tous les défis des adhérents qui nous composent, l'IA a été très tôt identifiée comme la prochaine source d'innovation. Et vous rappeliez le rapport Villani, effectivement, l'ARIS était déjà mobilisée pour participer à l'écriture de ce volet santé dans ce rapport. Donc très tôt. Et donc nous avons continué à accompagner de différentes formes. Alors en accompagnant finalement tout ce qui est la structuration autour de l'IA. Donc on en a un exemple où on bon avec la ISF CRIN à tout ce qui était les nouvelles méthodologies d'essais cliniques. Charles-Édouard Escura, DG de l'Agence d'innovation en santé, interviendra tout à l'heure, qui est présent déjà. Voilà, exactement. Et puis... FCRIN, c'est peut-être moins connu de tout le monde. FCRIN, c'est le réseau français de recherche clinique. Voilà, très rapidement. Et donc, on adresse ces différents points avec des cas d'usage, mais des cas d'usage qui répondent à des défis vraiment de ces grands acteurs. Et donc, sur ces cas d'usage, ce qu'on remarque, pour reprendre effectivement les points qui vont être abordés, c'est qu'il y a beaucoup d'innovations qui viennent de start-up, de petites entreprises, et c'est ça qui va intéresser les grands groupes. C'est vraiment de les accompagner sous des formes d'incubateurs pour ensuite pouvoir intégrer ces nouvelles versions et ces nouveaux usages. Et puis l'autre aspect qu'on travaille énormément, c'est effectivement les données. Parce que qui dit IA dit données de qualité, et puis et l'aspect recherche clinique. Juste un mot sur la compétition, ce qui effectivement émerge. Même moi, j'avoue que je le découvre... La recherche clinique en France est donc est en compétition avec d'autres pays européens à l'international et surtout à un trésor qui est... Enfin, un trésor, non, justement, un patrimoine qui est celle des données de santé, qui sont reconnues de très grande qualité, mais pour lequel l'accès est parfois, en tout cas, réputé compliqué. Voilà, sans rentrer dans des détails. Et donc, on travaille un peu pour libéraliser ça, mais effectivement, en tout cas, de façon raisonnée. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, ce qu'on commence à voir émerger, c'est des concurrences avec le marché asiatique et avec la Chine, en fait. Et moi, enfin... Quand tu dis des concurrences, soyons plus spécifiques, c'est des concurrences sur quoi? Sur l'accès aux données, ouais. ou sur le déploiement des outils d'IA? Non, c'est sur l'accès aux données. C'est sur en fait le fait qu'il y a une structuration qui est assez importante en Chine maintenant et des accès aux données. Alors, quand en fait ça nous a été présenté assez récemment dans une instance, on a organisé une grande journée de présentation des corps d'excellence en France au monde industriel. Et c'est la clôture, le débat de clôture qui a été fait par un grand groupe qui nous expliquait qu'effectivement, on travaillait tous pour promouvoir la France, pour promouvoir ce patrimoine de données, parce qu'il est réel, on a quand même une excellence scientifique qui est reconnue. Et pourtant, comme on se heurte parfois à soit
l'accessibilité des données, soit la reconnaissance de l'utilisation des données, ça va être mon deuxième point. Il y avait des stratégies d'entreprise à l'international qui se tournaient vers d'autres pays, sur lesquels, pour le coup, on avait eu des réactions. On se dit comme, bah oui, on comprend une économie mondialisée, mais quand même, c'est pas les mêmes. Enfin, le RGPD, c'est peut-être effectivement le RGPD nous protège et finalement, la France est souvent leader grâce à ces régulations. Quand on voit, je ne sais pas si vous avez, enfin oui, vous avez suivi toute la problématique qu'il y a eu autour de la régulation de l'IA aux États-Unis. Au moment où Trump a effectivement détricoté ce qui avait été fait par Biden, où là, finalement, il y a eu un retour, où même les grands opérateurs de l'IA américains ont mis en avant le modèle européen de protection. Et d'ailleurs, pour vous situer sur ce point-là, ma force d'anticipation sur ces sujets, en janvier, devant 300 cardiologues, j'avais juré urbi et torbi que jamais Donald Trump abrogerait la régulation de l'IA de Joe Biden, ce qu'il a fait évidemment le premier jour de son mandat. Bon, mais alors tu as raison, parce que le résultat pratique, c'est qu'un an après, il y a 17 États fédérés américains qui ont recréé leur propre législation de l'IA. Et quand on échange off avec certains géants du numérique américain, ils nous disent que c'est mieux d'avoir un marché européen intégré. Donc pour toi, d'un point de vue industriel, ce cadre de régulation commun, même s'il est contraignant, il est meilleur qu'un environnement fracturé. Oui, effectivement, mais ça pose quand même des questions parfois de vision à court terme. Et puis le dernier aspect sur lequel je voudrais juste intervenir assez rapidement, c'est effectivement l'apport surtout de l'IA dans la recherche clinique. Dans les données, dans les nouvelles méthodologies d'essais cliniques et leur reconnaissance, et puis l'utilisation des données de vie réelle. Et c'est vrai que nous, sur l'ARIS, on dialogue avec les autorités, donc on a plutôt dialogué avec l'AIS ou la DGOS, enfin, qui nous parle, et la HS quand on a l'occasion, et on est ravis, je suis ravie qu'on ait l'occasion de discuter sur cette table ronde, parce que c'est vrai que c'est très très compliqué d'avoir une régulation qui soit quand même assez souple pour promouvoir l'innovation tout en étant protecteur. Et c'est vrai que ce qu'on constate, c'est des besoins de dialogue. Donc on reconnaît que la HS a vraiment un travail de dialogue et qui est riche, mais que malgré tout, dans une compétition qui est âpre en fait, parce qu'elle est mondiale, ça devient très compliqué. Et pour finir, un dernier point, si je peux. Vraiment, moi, je suis ravie d'avoir été invitée parce que ce qui ressort aussi de tout ce qu'on a aidé comme cas d'usage que je ne développerai pas, etc., c'est l'importance de la décentralisation des essais cliniques, c'est-à-dire donc de l'hospitalisation à domicile. L'IA va être une porte vraiment pour pouvoir développer l'hospitalisation à domicile, mais aussi pour alimenter les essais cliniques. Parce que du coup, ça va être aussi une source de données de qualité qu'on va pouvoir exploiter. Et on est très attentif à accompagner tout ce qui peut se faire dans l'hospitalisation à domicile. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est une chance pour les patients que de pouvoir faire la recherche clinique, pas simplement en hôpitaux, et de se nourrir de ces données-là qui vont pouvoir donner comme ça des images plus réelles finalement que des données très riches aussi, mais qui sont écrites de protocoles en hôpitaux. Merci. Alors Mathurin Laurent, tu as regardé dans le blanc des yeux et on voit déjà le rendez-vous qui va se monter subséquemment entre l'ARIS et la FNEAD pour travailler à l'IA de recherche clinique dans le champ de l'hospitalisation à domicile. Merci Stéphanie. Je voudrais maintenant qu'on vienne vers Thomas Godard là, pour illustrer 2 cas d'usage. Alors volontairement, les cas qu'on vous présente cet après-midi sont des cas qui sont dans la pratique, dans la prise en charge des personnes. On ne mentionne pas, mais c'est pour en discuter régulièrement avec les représentants de structures d'hospitalisation à domicile. Il y a aussi une demande forte sur l'IA d'aide à l'optimisation des fonctions support, qui est un champ tout à fait majeur, l'IA d'aide à la gestion des plannings, l'IA d'aide à la gestion financière, l'IA d'aide à la gestion des infrastructures logistiques. Ça, c'est tout un champ spécifique. Mais venons sur 2 points qui concernent la prise en charge des personnes. Alors, Thomas Godard est le directeur du développement d'Orokio, j'ai bien dit, puisque c'est le nouveau nom d'Ozo AI, et qui est une jolie pépite venue brestoise à l'origine. Et vous allez voir le cas d'usage qui était au départ focalisé sur les EHPAD, qui s'étend au champ du domicile. Quand on parle d'allier innovation, régulation sur des domaines très sensibles, on y est. Déjà, si tu peux nous présenter ce que fait ce système d'IA.
Merci David, bonjour à toutes et tous. Donc, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Orikio. Orikio, je vais y arriver. Anciennement Ozo AI. Voilà, c'est un exercice d'entraînement à la prononciation. Donc Orikio. Comme ça, vous retiendrez le nom d'autant plus facilement. Donc c'est effectivement une entreprise brestoise qui a été créée en 2018. On est une cinquantaine de salariés maintenant. On développe une solution qui est une solution unique commercialisée depuis 2021 qui s'appelait jusque récemment l'oreille augmentée des soignants, mais qui maintenant s'appellera Orikio comme le nom de l'entreprise. Le principe est assez simple. Il repose sur l'idée que le son est une source d'information d'une très grande richesse, sans doute trop peu exploitée jusqu'ici dans le domaine médico-social, sanitaire, avec potentiellement plein d'autres cas d'usage autres. Le principe est assez simple. Alors, j'ai pris avec moi un boîtier pour essayer d'être assez concret, que vous puissiez visualiser en quoi ça consiste. C'est la face émergée de notre technologie. C'est un boîtier qu'on installe dans des chambres d'EHPAD. Comme le disait David, on est aujourd'hui essentiellement présent dans le monde du médico-social, mais vous verrez qu'avec les grands principes que je vais exposer, vous devriez pouvoir le transposer assez facilement à des établissements HAD. Le principe, donc, c'est qu'on le pose sur le mur dans la chambre d'un EHPAD, d'une maison d'accueil spécialisée, d'un foyer d'accueil médicalisé. On le branche sur une prise électrique, il se connecte au Wi-Fi. Là qu'on commence à toucher du doigt potentiellement quelques difficultés de terrain, le Wi-Fi n'étant pas un acquis partout. Et si on a le Wi-Fi, en revanche, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de plus qu'une prise de courant et du réseau. Qu'est-ce que fait ce boîtier? Comme je vous le disais, on s'intéresse au son. Et donc, très simplement, on va capter les sons. Capter les sons de la pièce, les sons de la salle de bain, d'un couloir, d'une pièce commune, pour les envoyer sur nos serveurs, où on a des algorithmes. Alors, pardon pour le terme à la mode de l'IA. Voilà, c'est un système de deep learning avec réseau de neurones qui fonctionne sur des bases de données qu'on a alimentées nous-mêmes avec des centaines de milliers de sons qualifiés. Et ces algorithmes, ils ont été entraînés à détecter spécifiquement tout ce qui aurait fait réagir un soignant s'il avait été à côté quand il n'est pas là. C'est là l'intérêt. Et qu'est-ce qu'on va détecter? Tous les sons caractéristiques qui viennent du terrain, puisque c'est dans le cadre d'échanges avec des établissements qu'on a nourri quelque part les fonctionnalités de la solution, des cris, des pleurs, des détresses respiratoires, des appels à l'aide, des chutes, tambourinage, des bip machines qu'on a rajouté il y a 12 mois de ça. Tout ce qui aurait fait, encore une fois, réagir un soignant s'il avait été là, on intervient. Et on intervient de quelle manière? On envoie une notification sur le téléphone des soignants, de manière à ce qu'ils sachent ce qui est en train de se produire quelque part dans l'établissement. Cette notification, elle est qualifiée, c'est-à-dire qu'on met un mot-clé avec, typiquement vomissement, et on met une capsule sonore de 10 secondes qui permet aux professionnels de savoir à quoi s'en tenir et d'évaluer quelque part la nécessité d'intervenir maintenant, plus tard, en fonction à la fois de sa connaissance du métier et de sa connaissance du résident ou de la résidente concernée. Et on voit tout de suite à la fois l'opportunité d'augmentation de la présence soignante, mais aussi l'intrusion dans la vie privée et la nécessité de s'entourer de garanties de déploiement d'outils de ce type. Alors, en termes de résultats opérationnels, là, vous êtes déployé sur combien de structures et qu'est-ce que ça a amené en termes de retour d'expérience? Alors, juste avant de répondre à ta question, ce que tu mentionnais, l'intrusion et ce qu'apporte la technologie sur ce plan-là, tu fais référence en fait à une fonctionnalité qu'on a développée ultérieurement, qui est la détection du sommeil. Parce que des soignants nous disaient, mais en fait, nous, on a des pratiques courantes qui visent à garantir la sécurité des personnes qu'on accueille, qui consistent à rentrer dans les chambres toutes les 2-3 heures dans le cadre des rondes nocturnes pour s'assurer que tout va bien, qu'il n'y a pas de nécessité d'intervention ou d'incident majeur. Et donc, on a entraîné le système. C'est aussi, quelque part, la performance rendue possible par l'intelligence artificielle et le fait que c'est évolutif. On détecte les cycles respiratoires et on peut informer les professionnels du fait que les personnes sont en train de dormir. Et donc, si elles dorment, aucune raison de rentrer dans une chambre, de risquer de les réveiller, sans compter le stress que ça peut représenter pour les soignants qui ne savent jamais ce qu'elles vont trouver. Et donc, on a effectivement
agit quelque part sur le respect de l'intimité et le respect de la vie privée pour les personnes accueillies. Et avec des protocoles précis de recueil du consentement des personnes et de leurs proches. Oui, alors, évidemment, en écho à ce qui a été dit précédemment et sur les sujets de régulation, on touche à toute la complexité et c'est heureux, en fait, quelque part, de tous les mécanismes qui ont été mis en place sur la protection des données. On touche à des sujets éthiques, puisque basiquement, on met des micros dans des chambres qui sont derrière utiles pour faire fonctionner une IA. Donc, autant dire que quand on arrive dans un établissement, qu'on mentionne micro et IA, tous les voyants s'allument au rouge. On peut avoir assez facilement des levées de boucliers et ça implique énormément de pédagogie. Et pour autant, ça marche, et ça marche bien. Tu demandais où est-ce qu'on en était un peu du développement. On est aujourd'hui dans une grosse centaine d'établissements, de l'ordre de 4000 chambres installées en France, en Suisse, à Monaco, depuis peu au Japon et au Danemark. Et on vient de signer un contrat pour la Belgique. C'est aussi l'avantage du son, c'est son caractère universel. Et basiquement, une détresse respiratoire fera le même bruit en France ou au Japon. Et donc, on s'appuie évidemment là-dessus pour pouvoir avoir une diffusion facilitée. Merci Thomas. Et vous voyez bien que le cadre de régulation posé par la HAS est évidemment majeur pour ça. Et imaginez, en écho à ce que tu disais, Stéphanie, qu'une technologie de ce type soit captée par un acteur non souverain. Il y a là des enjeux majeurs de protection, des intérêts nationaux du système de santé. Et si je peux rajouter une chose, pardon, oui. En écho à ce que disait Jean Lécy sur la régulation et la logique de dispositifs médicaux. On n'est, nous, aujourd'hui, pas dispositif médical. Et c'est un choix délibéré pour le développement de l'entreprise, considérant que être DM, ça nous faisait rentrer dans un univers de complexité qui pouvait nuire au développement de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, alors on l'a fait évidemment vérifier à plusieurs reprises par des cabinets d'avocats spécialisés, on n'est pas DM parce qu'on fournit des informations contextuelles sur ce qui se passe dans l'environnement sonore. Il n'y a pas d'allégation médicale, il n'y a pas de prévention, de prédiction, d'aggravation de blessures ou de maladies. Et donc on n'est pas DM. Et pour autant, on a aussi la perception que c'est sans doute un passage indispensable pour pouvoir renforcer la confiance des professionnels dans le dispositif, pour pouvoir faire des démonstrations robuste sur le plan clinique, sur le plan médico-économique, de ce qu'on apporte au système de santé ou à l'accompagnement dans des structures médico-sociales. Et donc ce sera sans doute une prochaine étape. Mais voilà, on existe depuis 7 ans maintenant, on se développe, mais sans être sous statut DM. Voilà, merci Thomas pour Orikio, j'y suis arrivé. Et je me tourne vers le docteur Jean-Baptiste Pernet. On va franchir un cran sur la partie santé. Alors comme, chère Elisabeth, les universités de la FNEAD, c'est un lieu où on s'écoute, on reste là aussi sur le son, puisqu'il y a beaucoup de cas d'usage d'IA, de reconnaissance d'images en radiologie, en dermatologie, mais là, en termes de... Je salue l'arrivée de Raphaël Gaillard, beaucoup de cas d'usage de l'IA également dans le champ de la santé mentale. Jean-Baptiste, ce que vous avez développé avec l'équipe d'Icentia, ce que tu as porté, et là aussi quelque chose que beaucoup d'acteurs ont cherché à faire, que vous êtes en train d'arriver à craquer, comme on dit entre guillemets, c'est essayer de prévenir des problématiques de santé par l'écoute du son dans la gestion des soins d'urgence. Merci David. Je voudrais commencer par remercier Madame le Président de m'avoir invité. Je suis un petit peu timide et j'ai la voix cassée, ça commence mal. Comme je commence en dernier. Timide, je conteste, mais la voix cassée peut-être. Donc alors Icentia, si tu peux nous expliquer le modus operandi. Eh bien, je vais tenter de l'expliquer et puis de faire un peu la synthèse par l'exemple de ce qui s'est dit avant. C'est né d'une peur. Moi, j'avais peur qu'on régule la vie de mon fils avec une IA étrangère lorsqu'il appelait le SAMU. Et puis comme la peur est mauvaise conseillère, on s'est dit non, on va... Parce que je ne t'ai pas présenté, tu es docteur chez SOS Médecins. Oui, je suis médecin, j'ai aussi fait un petit passage à l'Institut Curie dans la recherche et l'ENS en biophysique, voilà. Et de la peur, on s'est dit qu'on allait faire une force. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut approximer l'expérience, l'intuition du médecin. Quand vous appelez le SAMU et que vous criez « je n'arrive pas à respirer », moi je note « parle bien ». Parce que si vous n'aviez pas d'air, vous ne pourriez pas crier. Cette pondération du réel, c'est ça l'essence du raisonnement expert. Et ChatGPT ne peut pas le faire, parce que ce n'est pas le mot, c'est le son et la manière dont vous l'avez dit.
Et de là, de cette constatation que je souhaitais que mon fils soit bien soigné, que le gros de la valeur finalement du soin, c'est de dire est-ce que c'est grave, est-ce que c'est urgent, et où est-ce qu'il faut continuer les soins dans un hélicoptère pour aller au SAMU ou tranquillement en téléconsultation, est né le projet Essentia. Je me suis associé avec Céric Thomas et on a monté une petite équipe d'une 12aine de personnes. Et là-dessus, je voudrais quand même faire une parenthèse en disant qu'on a, contrairement à ce que les Gaulois aiment à dire, rencontré beaucoup de soutien. Des gens comme François Braun, comme Karim Tazarourt, comme Pierre-Yves Guignot, enfin quasiment tout l'écosystème en fait a dit vas-y, c'est une super idée. Et SOS Médecins, donc chez qui je travaillais, m'a également soutenu. On a fait un partenariat et on a commencé à mettre en place tout ce qu'on pouvait. Et très rapidement, on est arrivé à intégrer un système au sein d'une régulation qui est capable de sauver des vies. Ce qu'on est capable de faire tout d'abord, c'est... Ce que tu appelles régulation, pour qu'on soit tous d'accord, c'est là la régulation des appels d'urgence concrètement. Des appels d'urgence du SAMU et de SOS Médecins. L'idée, c'est tout à la fois de pouvoir décrocher plus vite, parce que le temps, c'est des vies, anticiper, détecter, orienter l'appel vers la bonne personne le plus vite possible, le tout en créant un filet de sécurité qui est capable de rattraper éventuellement des imprécisions humaines, parce que parfois à 2 h du matin, on est fatigué. Aujourd'hui, on est déployé en production au sein de SOS Médecins, où si vous appelez, vous pouvez être rattrapé par une IA qui va entendre au son que vous prononcez qu'il y a un danger et faire en sorte que l'opérateur ne puisse pas vous proposer une téléconsultation là où il faudrait vous envoyer un camion SAMU. Et également gagner du temps parce qu'on a une IA vocale qui peut parler avec vous et puis remplir par exemple une partie administrative ou à qui l'humain peut sous-traiter une tâche. Par exemple, quand vous avez un traumatisme crânien, on vous pose 5 questions, c'est toujours les mêmes. Pourquoi pas les faire poser par une IA qui est sécurisée, qui va vous permettre de revenir tout de suite dans un processus de soins classique s'il y avait le moindre danger. Voilà. Et pour conclure un petit peu ces choses-là, je voudrais dire qu'en fait, le problème qui a été évoqué, data et éthique, et finalement, contrôle qualité, régulation et souveraineté, c'est la même chose. Il s'agit juste de faire les choses bien. Nous, on a tout de suite compris qu'il y aurait un problème d'adoption, parce qu'accepter que son enfant ou sa mère puisse avoir sa vie un jour, ce n'est pas encore le cas, mais impacté par une IA, ça nécessite de la confiance. Et la confiance, c'est quand on intermédie quelque chose qui est infiniment compliqué par des experts qui vont dire, voilà, nous on est experts, on sait que cet organisme est sécurisé parce qu'on est professeur, parce qu'on est ingénieur, parce qu'on est capable de comprendre la technologie et de la vulgariser pour le monde. Et ça, c'est aussi un petit peu pour ça qu'on co-construit avec Ethikia, on va dire, les normes qui demain deviendront le minimum qualité dans le concret. Et la donnée, effectivement, c'est le cœur de la bataille. On est très en retard sur la Chine. Moi, je suis un peu plus taquin que mes collègues. On est très en retard sur la Chine parce que la meilleure donnée, ce n'est pas celle qui était hier, contrairement à ce qu'on croit. C'est celle qu'on va générer demain dans de bonnes conditions. On sait d'où elle vient, on en connaît la qualité, on en connaît le chemin. On peut en contrôler la viabilité et puis aussi les facteurs de risque et les biais. Cette donnée-là, elle va entraîner des IA beaucoup plus performantes. Et cette donnée-là, il faut commencer à la construire aujourd'hui. Et je reviens du coup à ce qui a été expliqué, qui est en fait une étude clinique. Quand vous voulez prouver que quelque chose sauve des vies ou a un intérêt, il faut l'étudier, il faut faire une étude. Et aujourd'hui au SAMU, c'est un drame. Alors que les gens sont très bons, parce que vous appelez le SAMU. Et puis vous dites, on vous dit, circuler, il n'y a rien à voir. Et le lendemain, vous êtes mort. Alors est-ce que c'était bien régulé? Et puis à l'inverse, vous avez mal dans la poitrine, on vous envoie aux urgences. Il n'y a rien, une crise d'angoisse. Est-ce que c'était bien régulé? Et puis comment on le sait, ça? Sur les millions de gens qui appellent le SAMU, qu'est-ce qu'ils deviennent? On n'en a aucune idée. Et ça, c'est un projet que je porte avec une dizaine de SAMU, puisqu'on est en train de se déployer dans une dizaine de SAMU en France, et puis une trentaine de SOS Médecins à date. On sera déployé dans tous ces endroits-là au premier trimestre 2026. L'idée, ce serait dès avril 2026 de faire une étude multicentrique, donc dans tous ces endroits-là, prospective, où on dit, voilà, on va rappeler tous les patients. Il y a une IA qui va rappeler tous les patients. Ceux à qui on a dit que c'était rien, ceux à qui on a dit que c'était grave. Et puis, ensemble, on va faire des choses, on va prouver qu'avec l'IA, d'abord, ça décroche plus vite, on fait moins d'erreurs, ça coûte moins cher. Et puis surtout, on va voir le devenir des patients. On va pouvoir dire si on a sauvé des vies, si on a raté des patients, et comment, en fait, demain, on devrait faire évoluer la pratique avec l'IA, sous le contrôle humain, et dans le respect des réglementations, et avec de la qualité, vers quelque chose de mieux. Et là, sur le type de pathologie que vous arrivez à déterminer, si tu as des exemples à nous donner. Oui, alors nous, on se base sur l'intelligence humaine, c'est-à-dire que l'intelligence, c'est poser la bonne question. Ça définit un cadre. Nous, on écoute, un peu comme nos confrères de Osoai, excuse-moi pour le nom japonais, Gomen Nasai, en japonais en revanche. Et on est capable, à date, d'être meilleur que l'humain, comme un super stéthoscope, en écoutant la réponse du patient, sur l'AVC, l'infarctus, la détresse respiratoire, ça on est meilleur que moi.
en régulation, enfin l'IA est meilleure que moi, et on est capable de prédire les hospitalisations et la gravité. Et c'est aussi pour ça que j'ai de grands espoirs avec la FNEAD, parce que je pense que demain on pourra prédire l'hospitalisation, c'est-à-dire favoriser une hospitalisation à domicile où le patient reprend de l'autonomie, et puis le suivre avec un agent IA à domicile qui fait que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il aura la sécurité du SAMU et la possibilité d'adapter les soins et de les filiariser de manière rassurante en fait, parce qu'on le fera bien. Voilà. Super. Merci Jean-Baptiste, merci à nos 4 intervenants. Je pense qu'on peut les applaudir. Voilà. Et mon IA à moi était pas tout à fait bien réglée parce que je pensais qu'on avait écrasé le compteur temps, mais elle vient de m'ajouter 10 minutes pour les questions-réponses avec la salle. Et donc c'est là où je me tourne vers vous. Vous avez probablement... Voilà, je vois des bras qui se lèvent, monsieur. Merci. Et si vous pouvez vous présenter, ce serait super. Docteur Daher, médecin généraliste. Depuis plus d'un demi-siècle, j'ai appris à écouter, observer, sentir, réfléchir, toucher, etc. Aujourd'hui, avec tout ce que vous dites, je me sens un petit peu fasciné, mais dépassé. 2 interrogations. La première, pourrions-nous encore nous passer de l'IA? La deuxième, serions-nous obligés d'utiliser l'IA? Merci. Très belle question. Jean-Baptiste, tu veux commencer? Y a-t-il un docteur dans la salle? Oui, je la prends celle-là. J'ai envie de dire, la crainte pour moi est un peu est compréhensible, entendable, mais un petit peu infondée. Je pense que la médecine va être amenée à changer. De la même manière que les cliniciens d'hier étaient bien meilleurs que les cliniciens d'aujourd'hui. Et j'ai pas honte de dire que du coup je suis un mauvais clinicien comparé à mon père, parce qu'ils n'avaient pas tous les examens complémentaires, ils n'avaient pas la prise de sang instantanée, l'IRM, la radio, etc. Et donc c'est vrai que vous soyez chirurgien, urgentiste ou hépatologue, aujourd'hui vous ne pouvez plus faire sans l'IRM, vous ne pouvez plus faire sans la prise de sang comme vous faisiez avant. Alors avant ils faisaient très bien, et ces examens ne sont pas une révolution, ils sont une évolution qui vient ramener un delta. Donc avant, on était sensible à 85, et puis maintenant, avec tout ce fatras technologique, c'est 90. Et ça répond un peu à votre deuxième question. C'est-à-dire que si on vous fournit un stéthoscope qui est bien meilleur que celui d'avant, parce que c'est ça dont on parle, de vous donner, voire de co-construire avec les médecins leur outil de demain, eh ben, oui, on est un petit peu obligé de l'utiliser, parce que sinon le service rendu au patient est moins bon. Mais on n'est pas son esclave. Et c'est pour ça, je pense que les médecins doivent se réapproprier l'IA, pour construire l'outil qui leur correspond. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un stéthoscope dans le téléphone du médecin du SAMU. Et les 60-70% de cas où on peut conclure comme ça une absence de gravité, on va les monter à 65-75. Et pour les autres, il faudra mettre les mains sur le patient. Et là, pour l'instant, il n'y a pas d'IA. Voilà. On a besoin de vous pour monitorer l'IA. Le faire dans des cadres de confiance, assurer une garantie humaine, c'est le principe qu'on évoquait tout à l'heure et que Daniel Benamouzig et Agnès Buzyn, qui viennent d'arriver, ont porté, à la fois au niveau politique, par la chaire santé de Sciences Po. Tu voulais réagir sur le point, Jean, tu avais une remarque. Est-ce qu'on pourra encore se passer d'IA? Est-ce que la Haute Autorité de Santé pourra encore se passer d'IA? Alors, il faut savoir s'en passer le cas échéant. Je ne dis pas que c'est bien de s'en passer, mais il faudra savoir des fois s'en passer. Dans le critère, par exemple, un des critères du nouveau référentiel, il y a est-ce que je maintiens mes compétences? Est-ce que j'aide mon organisation à maintenir ses compétences pour que, le cas échéant, en cas d'indisponibilité de la solution d'IA, on puisse continuer à faire en mode peut-être dégradé? Ça sera peut-être un mode dégradé demain, alors qu'aujourd'hui, c'est le mode normal. Voilà. On commence à avoir des articles dans la littérature, par exemple sur des interprétations de coloscopie, avec des centres, c'est à l'étranger, mais ça peut arriver évidemment partout, l'IA était devenue indisponible. Les gens étaais moins bons que sans l'IA, mais ils étaient aussi moins bons qu'avant. Ce qui renvoie un peu à la question que vous posez monsieur. Je parlais tout à l'heure d'événements anthropologiques, au-delà de la santé, et je pensais à ce type de questions aussi. Après, vous avez apporté un des éléments de réponse très importants. Sur le terrain, on constate que là où l'intégration se passe bien, c'est là où les solutions répondent aux besoins. Et la meilleure garantie qu'une solution réponde aux besoins, c'est la garantie ultime, c'est qu'elle soit développée avec les futurs utilisateurs. On voit ceux qui prennent la solution d'IA sur étagère,
on voit ce qui, et dans certains centres hospitaliers, il y a des écosystèmes qui sont constitués, où les développeurs de l'IA sont avec les soignants, qui vont la prendre en main, et ça se passe beaucoup mieux, à tous égards. Donc là, je rebondis sur ce point-là. Et pour terminer de répondre, ça va changer le soignant, ça va changer aussi le patient. Le patient d'aujourd'hui avec son IA, est-ce que c'est le même que celui qu'on a connu ? Peut-être qu'il n'arrive plus exactement au même moment, plus exactement avec les mêmes complications, parce qu'il a peut-être géré en première ligne un certain nombre de choses tout seul. Donc on voit bien que le patient lui-même aussi, il est en train de changer. D'ailleurs, c'est un des axes de réflexion prospective qu'on a à la HAS. Qu'est-ce que ça va changer sur le patient aussi, finalement ? L'arrivée de l'IA générative et sa diffusion généralisée. C'est un nom très important. Thomas voulait ajouter une notation. Je le dis en regardant du coin de l'œil Clara Debord, qui est DG de l'ARS de Centre-Val de Loire. Vous avez noté qu'il y a là une solution pour caricaturer à coloration plutôt sanitaire, une autre à coloration plutôt médico-sociale, mais que la frontière entre les deux est de plus en plus brouillée par le déploiement de l'IA, de la même manière qu'est brouillée la frontière entre le domicile et l'hôpital. Et que du coup, mais ça c'est un point de vue personnel, ça n'aurait pas de sens de recloisonner le sanitaire et médico-social, et il faut y mettre de l'intelligence territoriale régionale. Et donc Thomas, peut-être sur... Est-ce que vous arriverez à est-ce qu'on arrivera à se passer de ces systèmes d'IA ? En fait, votre question me faisait un peu penser, toutes choses égales par ailleurs, évidemment, au service médical rendu pour des molécules. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin d'une molécule ou est-ce qu'on n'a pas besoin d'une molécule ? C'est pas tant la molécule en tant que telle qu'il faut regarder que le service médical rendu, le résultat, la rencontre avec un besoin. Et il y aura des IA dont on pourra parfaitement se passer, et c'est heureux, et d'autres dont on se rendra compte qu'elles sont parfaitement indispensables. Je prends juste 2 exemples, alors évidemment qui sont un peu orientés, puisque je parle de Rikyo, mais dans un EHPAD de 80 lits, aujourd'hui on a 2 soignants la nuit. 2 soignants la nuit, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas avoir un regard partout, elles ne peuvent pas avoir une oreille partout, et le service qu'on propose permet d'arrêter les rondes nocturnes, d'avoir quelque part un temps de soins mal utilisé, et on est dans une logique d'optimisation de ressources, non pas parce qu'il faudrait s'en passer, mais parce qu'en fait on ne peut pas faire avec plus parce qu'il n'y a plus de moyens, et on imagine assez mal comment on pourrait faire avec moins. Et donc l'IA permet quelque part de mieux accompagner les personnes qui sont accueillies dans un établissement en venant quelque part adjoindre un outil à des professionnels qui connaissent très bien leur métier mais qui ont besoin de plus pour pouvoir faire leur travail correctement. Et 2e exemple, je serai très bref, on fait des tests au domicile en ce moment depuis quelques temps, et on a positionné notre technologie en complément d'un système de téléassistance, et on constate qu'avec la technologie, donc l'IA, on arrive à capter 87% de l'ensemble des alertes qui sont transmises à la plateforme d'appel. Ce qui veut dire que sans l'IA, il y a beaucoup d'incidents en réalité qui échappent à la vigilance des personnes qui devraient être informées parce qu'il y a un incident qui nécessite une intervention. Une 2e question courte avec une réponse courte pour ne pas abuser sur le temps d'intervention de notre grand témoin, le professeur Raphaël Gaillard, qui va s'exprimer juste après. Bonjour, Emmanuel Marcos, médecin HAD France. Voilà, simplement une petite remarque. Vu les personnages autour de la table, autour de nous, ne sont pas la génération ni Y ni Z. Et on se rend compte quand même, les générations Y et Z, au fait, ils utilisent l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est une base de données énorme, facilement, de façon naturelle. Et c'est-à-dire que ça ne devient pas une raison en soi, mais c'est un vecteur, un moyen d'utilisation. Voilà. Autrement, quand on parle... Est-ce que vous pouvez aborder la 2e partie de la question, parce que la première était un peu disgracieuse, mais voilà. Allez-y. Et la 2e, simplement, quand on parle de données, au fait, est-ce que c'est les données PMSI ou toutes les données qu'on a? Parce qu'on sait qu'en France, on a notre base de données de PMSI. Elle est énorme, elle est utilisable et accessible. Voilà, merci. Oui, merci beaucoup pour la question. Alors, une réponse rapide. Quand on parle de toutes les données pour alimenter les IA, c'est les données qui sont disponibles. Donc, le PMSI, bien sûr, c'est un très gros sujet, et c'est quelque chose qui est... c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, la France est très attractive. Alors, après, a des difficultés de le mettre en place, mais qui sont tout à fait normales. Après, on essaye d'alimenter par tout ce qui est possible, les cohortes, etc. Moi, si on continue un peu sur ces réflexions un peu philosophiques,
philosophique, il y a un truc qui est vraiment sur lequel on réfléchit, nous, c'est... donc on va avoir des IA qui vont être alimentées par des données de santé, etc. Mais finalement, les industriels, ils ne partagent pas leurs données. Donc les IA ne sont jamais alimentées par les données des industriels, les données de la recherche clinique industrielle. Et dans ces cas-là, comment est-ce qu'on gère comment est-ce qu'on gère des IA qui, finalement, ont tout un aspect de données qu'elles ne voient pas? Ou est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et nous, on essaye de... Enfin, c'est un champ qu'on va essayer de travailler. De structurer les écosystèmes, comme l'a fait notamment la filière IA et cancer, qui rassemble les industriels sur la production de systèmes d'IA en oncologie. Mais ils ne partagent pas leurs données. Et ça, c'est le cran d'après. Déjà, il faut être autour de la table avant de partager. Jean-Baptiste, le mot de la fin. Très très succinctement, je voulais rebondir sur cette très belle vérité. Ils ne partagent pas leurs données avec les gens qui peuvent créer de la valeur avec. Et avec Thomas Meignier et Karim Tazarourt, on porte un projet qui est de créer un entrepôt de données de santé vocale au sein des établissements, au sein même des établissements, de rendre aux médecins leurs données. Quand les appels SAMU passent dans mon IA, vous récupérez l'audio, la transcription, vous la recollez à la fiche SAMU, vous la recollez au passage aux urgences, et puis vous rappelez le patient après. Vous créez une histoire de données complète, et cette donnée, elle est interrogeable par agent. C'est-à-dire que demain, Thomas, il pourra dire « Je veux les patients du 3 avril 2003 qui avaient un sepsis sévère et qui ont dit à qui l'opérateur a dit prout ». Et il la retrouvera. Et il pourra créer ces bases de données, les donner à ces chercheurs, pour que finalement les propriétaires de la donnée, c'est toujours les patients, mais que les professionnels qui peuvent s'en servir l'aient à disposition. Et aujourd'hui, les industriels mettent des barrières à l'entrée. Et ça, pour le coup, on va les faire sauter. Merci à nos intervenants et merci à tous.